Bonjour, nous sommes très heureux de vous accueillir. Stop Intox, présent cette année. Alors pas de salon de l'agriculture, mais nous sommes là, dans le même esprit, faire tomber les idées reçues. Essayer de remettre un peu de science dans le débat autour de l'agriculture avec aujourd'hui, pour démarrer, un sujet qui est un sujet très populaire. Nous allons parler de la santé des abeilles. Alors, c'est un animal sympathique, c'est un animal qui nous ramène parfois à notre enfance, aux dessins animés. C'est un personnage que nous avons beaucoup personnalisé. C'est peut-être une des raisons qui explique qu'il y ait beaucoup d'émotions et un peu moins de raisons dans le débat autour de la santé des abeilles. Je vais en parler avec tous ceux qui sont réunis aujourd'hui. On va essayer de remettre un peu d'ordre dans toutes les idées qui circulent. Vous rappelez simplement qu'il y a un plan pollinisateur. Ce plan pollinisateur nous ramène à 2020, c'était le mois de décembre. Il est toujours en discussion. On va essayer de comprendre ce qui se passe en coulisses. On évoquera aussi la géographie de ce métier. Est-ce qu'il est vraiment professionnalisé ou intégralement professionnalisé? Il y a beaucoup d'amateurs, et quand il y a des amateurs, il y a parfois des trous dans la raquette en matière de compétences. Et puis, bien sûr, parce que nous nous adressons au public, on évoquera la production. Comment consomme-t-on le miel en France? D'où vient-il? Il y a assez peu de surprises. C'est comme souvent dans le secteur de l'industrie, ce que nous consommons vient de Chine. Nous serons en ligne avec Philippe Lecomte. Philippe Lecomte, c'est un apiculteur bio. On ira le rejoindre en Champagne, si j'ai bien compris. Puis il nous présentera son activité. Il nous expliquera comment il a trouvé, lui, des solutions. J'accueille avec plaisir Jocelyn Saint-Raymond. Bonjour à tous. Bonjour Jocelyn, directeur de l'ANPP, l'Association nationale Pomme-Poire. Gilles Robillard. Gilles Robillard, bonjour, et président de Terre Innovia. Tiens, un petit mot. L'association Pomme-Poire, on voit de quoi il s'agit. Innovia, on a un petit peu plus de mal à comprendre ce que vous faites. C'est pas une COP, mais qu'est-ce que vous faites exactement? Alors en fait, c'est l'Institut technique national qui s'occupe de tout ce qui est, je dirais presque culture mellifère, donc qui sont les colzas, les tournesols, les pois, toutes les légumineuses, les plantes protéines et les plantes riches en huile. Bien, alors voilà un premier tour d'horizon. Et puis Rémi Dumery, agriculteur. Bonjour. On va comme formule agriculteur Beauceron. Cultivateur, j'aime bien. Cultivateur, celui qui cultive en effet. Et bon, les cultivateurs, les agriculteurs vivent avec leur environnement. Les abeilles vivent dans leur environnement. Et donc vous êtes appelés à coopérer, ce que vous faites d'ailleurs déjà. Je crois. Tout à fait. Un premier exemple très simple, tiens, puisqu'on parle de coopération, on parle d'un écosystème. L'agriculture, c'est pas des silos posés les uns à côté des autres. Ce sont des écosystèmes qui vivent ensemble. C'est ce que vous faites, c'est ça, dans votre activité pomme-poire? Totalement. Enfin, aujourd'hui, si jamais on veut une pomme ou une poire dans l'assiette du consommateur, il faut à la base qu'on ait une fleur pollinisée par une abeille. Donc aujourd'hui, sur le terrain, je dirais la cohabitation permanente, le lien permanent entre l'apiculture et l'agriculture existe. C'est le cas dans les vergers, avec une pollinisation, soit par des pollinisateurs sauvages, donc des abeilles sauvages, ouais, soit par des abeilles domestiques. Et si je prends le cas du verger de pommes, on a entre la pomme et la poire 41 000 hectares, et on va mettre jusqu'à 1 à 2 ruches à l'hectare, donc ça peut faire plusieurs dizaines de milliers de ruches au moment de la pollinisation dans les vergers. Bien, donc c'est ce qui s'appelle vivre ensemble. On va commencer, Gilles Robillard, président de Terre Innovia, peut-être par poser les éléments juridiques du débat. On est en France, et en France, on a un goût pour la réglementation. Alors, il y a, on va poser là aussi les éléments de base, l'arrêté abeille qui date de 2003, et puis il y a ce nouveau plan pollinisateur. Alors, quelle était son ambition, pour commencer? Alors, l'ambition du plan pollinisateur, donc c'est remis en 2003. Il y a une législation qui est sortie qui a mentionné sur certains produits qui pouvaient être autorisés en période de floraison des cultures. Donc, certains produits, certains produits, ouais, voilà, qui étaient soumis à une réglementation qui devait, ouais, disposer de la mention abeille pour pouvoir être utilisée en floraison. L'objectif de ce nouveau plan, en fait, sur la nouvelle réglementation, lui, vise à intégrer, au départ, visait à intégrer tous les produits floraison, avant floraison, et non plus les insecticides, mais vraiment toute la catégorie des produits de protection des plantes. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a en dehors des insecticides dans cette catégorie? Alors dans cette catégorie, il y a les fongicides qui permettent de combattre les maladies.
Il y a les herbicides qui vont permettre de lutter contre les mauvaises herbes. Et on n'était plus vraiment sur une période floraison, mais on a intégré aussi une période avant la floraison. L'idée, c'est de limiter l'impact de ces produits, c'est ça, sur l'activité naturelle des abeilles. Voilà. Quelque part, vouloir protéger les abeilles et les pollinisateurs sauvages. On est tout à fait sûr que ce sont les seuls produits qui peuvent nuire au fonctionnement de l'écosystème. Alors voilà, c'est là où on en arrive, c'est que finalement, les agriculteurs, face à ce plan qui était prévu d'être sorti au mois de décembre, les agriculteurs ont vivement réagi, puisqu'en fait, on voulait leur faire porter à eux seuls le déclin des abeilles et des pollinisateurs. Ce qui est totalement faux aujourd'hui. Ça a été prouvé. On pourrait prendre l'exemple tout simplement l'artificialisation des sols. Quand un centre commercial se met en place, des surfaces bétonnées et bitumées n'apportent rien, n'apportent aucune biodiversité. On peut prendre aussi les espaces, l'éclairage, tout simplement les éclairages nocturnes qui vont profondément modifier la relation entre on peut parler des chauves-souris, on peut parler. Enfin, voilà, il y a quelque part tout l'écosystème s'en trouve modifié. Rémi Dumery, vous avez été montré du doigt, les agriculteurs, comme souvent d'ailleurs dans ce type de débat. Quand on a un problème dans la biodiversité, on se tourne vers les agriculteurs. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, ce débat? C'est une vision de l'agriculture qui est toujours un peu borgne, je trouve. Parce qu'on voit que les aspects négatifs par rapport, évidemment, aux pollinisateurs sauvages et aux pollinisateurs domestiques qui sont les abeilles. Mais il faut voir aussi que finalement, les apiculteurs ont aussi besoin des agriculteurs. S'il n'y a pas de culture qui leur apporte du pollen et du nectar, évidemment, ils vont avoir du mal à nourrir leurs abeilles et à arriver à leur production. Mais donc il faut toujours trouver un compromis. Vous, dans votre vie quotidienne, dans votre vie d'agriculteur, de cultivateur, comme vous dites, vous avez déjà eu des relations tendues ou un dialogue, ne serait-ce qu'un dialogue avec les apiculteurs? Alors, chez moi, dès qu'on a eu les problèmes des abeilles dans les années 90, on s'est rapproché des apiculteurs qui étaient dans notre zone, parce qu'on en avait besoin, des apiculteurs, notamment pour nos multiplications de nos semences potagères qu'on a en Beauce, par exemple. Et puis aussi faire attention par rapport à nos cultures de colza, de tournesol, qui étaient principalement apicoles. Et donc on s'est mis en relation assez rapidement. Et en fait, c'est avec le dialogue sur le terrain qu'on trouve les solutions. Et le fait d'avoir décalé nos traitements, notamment fongicides et insecticides, qui ont été évoqués plutôt le soir que de les faire plutôt le matin, on a trouvé des points d'entente. C'est-à-dire que la loi ne peut pas tout décider. Il faut aussi qu'il y ait une concertation et qu'on trouve le mieux et non pas que des moins dans une réglementation qui handicape finalement un peu tout le monde. Vous êtes parvenu à un dialogue constructif? Alors, au niveau local, oui. Au niveau local, oui, on fait même des choses assez atypiques. Mes collègues qui sont producteurs de semences potagères, ils ont acheté des ruches pour leur semence potagère et ils font en fait tout le travail de ruche, c'est pas eux qui le font, c'est les apiculteurs qui le font pour eux. Donc il y a une vraie synergie au niveau local. Et puis aussi on a besoin de ce dialogue. On a notamment dans notre région, on a fait des actions culturelles avec à la fois des cultivateurs conventionnels, des cultivateurs bio et aussi des apiculteurs bio et conventionnels, pour expliquer aux gens qu'on n'était pas dans l'opposition, mais qu'on travaillait dans le même espace, dans l'espace agricole. Donc si on veut nourrir à la fois les hommes et les abeilles, il faut que tout le monde vive. En fait, vous me dites qu'il y a un décalage très fort entre l'image que renvoient souvent les médias. Ça fait partie de l'intox. Cette émission, elle s'appelle Stop Intox, précisément. Donc il faut y mettre un terme. Il y a un décalage fort entre ce qu'on entend et ce que vous vivez, ce que vous décrivez en tout cas. Et il n'est pas seulement dû aux médias. Les médias ne sont qu'un amplificateur. La source, c'est qu'il y a dans le monde apicole, vous avez 4% de professionnels et 96% d'amateurs. Donc, quand on se rapproche des vrais apiculteurs professionnels, on voit bien que le débat est d'une autre hauteur que par rapport au flux médiatique qui
qui Ah, existent. on va précisément prendre contact avec Philippe Lecomte, qui est apiculteur bio. Alors, il est en ligne, il est à distance. Bonjour Philippe, est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour. Alors, vous êtes apiculteur bio, président du réseau biodiversité pour les abeilles. Partagez ce constat-là. C'était un petit mot d'introduction d'ailleurs tout à l'heure aussi pour dire que bon, c'est une population dans laquelle on trouve de l'amateur éclairé, du vrai pro, et puis aussi des gens dont les compétences manquent dans certains cas. Oui, c'est une population extrêmement hétérogène, l'apiculture. Par ailleurs, il s'est quand même passé un autre phénomène dans le milieu, c'est en quelque sorte l'accaparement de la question des abeilles par un certain nombre de personnes qui voulaient prendre du pouvoir dans la société et qui ont utilisé les abeilles comme, comment dirais-je, comme support de conquête du pouvoir politique. On a dans le discours, dans la, comment dirais-je, dans la sphère qui parle d'apiculture, des gens comme Polynice ou Génération Future qui n'ont absolument rien à faire par rapport à la question technique, par rapport aux questions techniques qui nous sont posées. Comment vous expliquez que, si je peux me permettre cette formule, la lutte pour les abeilles soit devenue transgenre politique? C'est-à-dire qu'on y retrouve tout à la fois, comme vous le dites, des ONG, des organisations écologistes, mais je me rappelle aussi des prises de parole, je vois que ça, les sourires sont déjà sur les visages, des prises de parole de Philippe de Villiers, qui n'est pas présenté comme un écologiste radical, si vous voulez. Comment se fait-il que ce sujet soit un sujet d'émotion dans lequel on retrouve des voix très différentes les unes des autres? Ben, moi, je pense qu'il faut aller fouiller dans les sciences humaines pour comprendre ce qui s'est passé, avec quelques éléments fondamentaux, comme par exemple, moi je vous invite à la lecture de L'abeille et le philosophe des frères Tavoileau, Gérald de Bronner dans la compréhension de ces phénomènes de société, ouais. Ou même la théorie du bouc émissaire de... J'ai plus son nom en tête, excusez-moi. Mais bon, une fois qu'on a bien tout ça en tête, on arrive à se faire une représentation de ce qui s'est passé dans la société. Et on comprend pourquoi des groupes, des gens ont pris l'abeille en sympathie de manière tout à fait extraordinaire, quoi. Oui, alors c'est vrai que c'est un animal, vous êtes d'accord, on revient sur le plateau, puis vous restez avec nous, Philippe, c'est un animal qui a été idéalisé, très, très personnalisé, on le retrouve dans les dessins animés, il y a quelque chose, j'allais dire, de presque christique, parce que oui, c'est non, la mais vie. Vous êtes toujours là? Oui. Oui. Bon, vous partagez manifestement. Gilles Robillard. Oui, alors allez-y, Philippe. Oui, non, allez-y. Ce qui est intéressant, c'est de regarder, par exemple, dans la symbolique. La symbolique utilise l'abeille depuis toujours. Dans le religieux occidental, ça a une place considérable. Oui, votre avis? Oui, l'affect auprès. Non, mais l'affect, ça brouille. Moi, je ne suis pas contre l'affect. On est d'accord. Au contraire, j'ai un cœur comme tout le monde, mais la science, c'est la science. Voilà, c'est là où on a le problème, c'est que finalement, on va jouer sur l'affectif de l'abeille au détriment de la science. Et aujourd'hui, la science ne parle pas de catastrophe sur l'abeille, quoi. Rémi? Oui, il y a toute l'apocalypse qui est derrière aussi. Hein. Ouais. La fameuse fausse phrase d'Einstein qui dit qu'au bout de 4 ans, s'il n'y en a plus d'abeilles, l'humanité disparaîtra. Il y a tout ça derrière aussi, qui a été monté, quoi. Y compris les thèses effondristes, hein. Les thèses de l'effondrement, c'est-à-dire que ça mobilise tout un tas de personnages, dont précisément cette partie de la biodiversité. C'est un grand levier de la peur, en fait. Ouais. Quand on dit, mais regardez, rendez-vous compte, s'il n'y a plus d'abeilles, vous ne mangerez plus, vous allez mourir. Et donc, en fait, on a idéalisé l'abeille, et au travers de l'abeille, on parle directement aux gens, et on dit, attention, si l'abeille meurt, vous aussi, vous allez mourir. Ce qui ne veut pas du tout dire qu'il ne faille pas faire attention aux pollinisateurs. Mais voilà, on a trouvé un levier d'action très très fort.
Alors, ce qu'on constate les uns les autres, c'est à chaque fois que l'émotion va trop loin, la science recule. Il faut évidemment traiter la question avec discernement. C'est une population dont on a besoin, c'est une espèce qui est là, dont on a besoin dans la chaîne de la vie, mais ramener un peu de science au milieu du débat. Philippe Lecomte, c'est ce que vous avez fait vous-même, vous avez utilisé les jachères. Racontez-nous d'abord votre expérience. Vous avez utilisé les jachères, c'est ça, pour alimenter les abeilles? Oui, écoutez, ça commence il y a longtemps, hein, cette affaire-là. Ça commence en 92 quand se met en place la réforme de la PAC. En 92, avec la réforme de la PAC, on libère 10% de la surface agricole utile et se pose la question, qu'est-ce qu'on va faire de cet espace-là? Moi, de mon côté, j'étais très seul à l'époque, je me suis dit, il faut qu'on utilise ces surfaces-là au profit de la biodiversité et en particulier des abeilles. Alors donc, il y en a qui ont fait des jachères synégétiques, d'autres des jachères fleuries. Nous, on a commencé à travailler sur la jachère apicole. Quelques années plus tard, dans les années 2000, quand la crise apicole s'est ancrée, et on le verra tout à l'heure, autour des pathologies et notamment des virus, j'ai réinsisté mon expérience a été relatée dans différents canaux syndicaux. Et puis, j'ai été appelé à travailler sur un groupe de travail de l'ACTA et ensuite de l'Académie d'agriculture sur ce sujet-là. Donc, à partir de là, on a en quelque sorte tiré le fil d'une plotte qui nous amène aujourd'hui à avoir une bien meilleure compréhension de ce qui se passe dans l'univers des abeilles et en particulier du côté de leur nutrition. Car ce qui est patent dans le paysage botanique, c'est que les activités agricoles, elles canalisent les végétations qui vont être visitées par les abeilles. Que ce soit d'ailleurs en agriculture conventionnelle ou en agriculture bio, il y a toujours une canalisation et qui n'est pas toujours profitable aux abeilles. Donc, si vous voulez, par rapport à cette question de la ressource, on pourrait dire qu'actuellement, on est dans une logique de l'oasis et du désert, avec des très très grosses ressources à des moments importants de la vie de la ruche, mais avec des vides très importants entre ces deux oasis. Les oasis, on va parler du colza, on va parler du tournesol, de la luzerne, et entre ces choses-là, on n'a rien. Et dans le rien, ça conduit à des vrais problèmes de famine, mais aussi de pathologies, et en particulier des pathologies virales. Donc, si vous remettez dans l'environnement de la ressource à ces moments clés, vous améliorez considérablement la situation. Et vous pouvez arriver même à faire des récoltes absolument records. Vous voyez... Est-ce que... Oui, Rémi Dumry, là, vous écoute avec intérêt, Rémi, oui, je vous vois réagir. Oui, mais c'est toute la problématique justement de l'alimentation. Hein. Les abeilles ont besoin d'alimentation, donc ils ont besoin de l'agriculture. Et on voit bien que l'agriculture n'est pas régulière. On a le colza, on a le tournesol, et entre les... Il y a des trous. Alors on a les SIE, les surfaces d'intérêt écologiques aussi qu'on nous impose de mettre en place, mais on n'est pas encouragé, comme à l'époque des jachères apicoles, de les mettre en place. Donc il nous manque un petit dispositif pour que l'agriculteur soit encouragé pour mettre des plantes à fleurs et donc à alimenter en permanence les abeilles. Alors on a une petite voie en ce moment qui est les zones de non-traitement riverain où on sait absolument pas quoi en faire. C'est les fameux 5 à 10 mètres. Ouais, les 5 à 10 mètres. Ouais. Donc moi, ça me fait des parcelles entières parce que j'ai des parcelles qui sont dans le milieu du village. Et si on prend 10 mètres de chaque côté, il n'y a plus de parcelles. Vous êtes, on va situer, il faut rentrer un peu dans votre intimité, pardon, mais vous êtes dans la Beauce, c'est ça, pas très loin d'Orléans, si je cultive dans la métropole d'Orléans. Dans la métropole d'Orléans. Alors, évidemment, parfois on a envie de faire venir la campagne à la ville, c'est ce que vous avez fait, mais vous êtes donc en bordure de la ville, c'est ça, en bordure de la métropole, et vous êtes tenu à la distance avec les habitations notamment, les zones d'habitation. Sur mon exploitation, j'ai 2 km de ZNT et on est en réflexion justement pour de faire de la biodiversité utile. Parce que finalement, et donc là, les abeilles joueraient un rôle, non? C'est ça? Les abeilles pourraient jouer un rôle, mais aussi les apiculteurs pourraient jouer un rôle auprès des agriculteurs, en nous aidant peut-être à acheter des semences et qu'on puisse faire des
des corridors de biodiversité. Alors qu'est-ce que vous mettriez là dans ces corridors? Alors, Colza, évidemment, non, justement, on mettrait des plantes qui seraient relativement étouffantes pour pas qu'ils soient envahis par les adventices et les mauvaises herbes, et qui puissent aller jusqu'à floraison. Donc des bases de luzerne, de trèfle, du mélilo par exemple, et puis après des plantes comme de la facilie qui, elles, avec leur décalage de floraison, arriveraient à combler les trous d'alimentation. C'est un peu technique là. C'est très technique. Expliquez-nous. Imaginons on démarre d'une feuille blanche. L'objectif, c'est quoi? Alors l'objectif, c'est de nourrir les pollinisateurs sauvages et nourrir les pollinisateurs domestiques qui sont les abeilles. Pour les nourrir, il leur faut du sucre, c'est-à-dire du nectar, et il leur faut du pollen, c'est-à-dire la partie protéine qui est d'une fleur. Les apiculteurs peuvent nourrir leurs abeilles avec du sucre en mettant du sucre de betterave. C'est pour ça que le dossier de l'apiculture et de la betterave est souvent lié. Par contre, le pollen artificiel ou produit, on ne sait pas le faire. Donc il nous faut bien des fleurs quelque part. Et surtout en fin de saison. Donc l'idée, c'est de reprendre l'idée des jachères apicoles mais il faut un système, je dirais, politique à travers la PAC ou le plan pollinisateur, il aurait pu servir à ça, d'encourager l'alimentation des abeilles. Alors, précisément, tiens, Gilles Robillard, le plan pollinisateur, il n'a pas ces outils-là qui permettraient d'encourager les bonnes pratiques? Alors si, il y a un volet et on s'est battu quelque part là-dessus, c'est de recenser quelque part les bonnes pratiques qui existent et d'essayer de les valoriser. Mais comme le disait, les bonnes pratiques où? En France ou compris en Europe? Les bonnes pratiques agricoles qui existent en France, parce qu'il en existe. Enfin, on voit souvent le verre à moitié vide, mais voyons déjà le verre à moitié plein. C'est que les agriculteurs font déjà beaucoup de choses pour les pollinisateurs et les abeilles. Et je crois qu'il faut s'en servir. Et c'est là-dessus. La réglementation, c'est bien, mais valorisons déjà ce qui est fait. Est-ce que dans les négociations, dans les discussions que vous avez, vous recevez un écho favorable? Vous savez, c'est important dans une négociation. On a une ambition, c'est une ambition collective. Je rappelle simplement qu'il y a une ambition de souveraineté sur l'agriculture française. Le miel est un produit très emblématique qui peut rentrer dans l'assortiment de souveraineté, si je puis dire. Mais pour servir une ambition qui est une belle ambition politique, il faut s'entendre. Est-ce que, quand vous discutez les uns et les autres avec les membres du gouvernement, vous avez l'impression de vous entendre, de vous comprendre? Alors, l'impression d'être entendu, oui. Après, d'être écouté, je ne sais pas. On en verra le résultat. Mais oui, je pense qu'on a recentré quand même le débat à un moment donné où on ne voyait que les méfaits du monde agricole sur les pollinisateurs, et on a réussi à recentrer quand même en montrant tous les bénéfices qu'apportaient, tout ce que pouvaient apporter toutes nos cultures mellifères et tout le paysage agricole français. Il y a beaucoup de postures dans ce débat, comme dans beaucoup d'autres. Il y a l'opinion, d'un côté, l'opinion à qui le politique estime avoir, et c'est légitime d'ailleurs, à rendre des comptes, mais une opinion qui est souvent très orientée par la parole très entendue d'ONG, qui représentent des groupes de pression, autant dire les choses très, très clairement. Et est-ce que ça vous a donné le sentiment que le débat était biaisé par moments? Alors oui, quelque part, on en revient toujours au même, c'est que de toute façon, on a toujours l'affect qui va rentrer, on va toujours parler des pollinisateurs. Enfin, à un moment donné, quand on ne remet pas la science et uniquement la science au centre du débat, on a toujours un biais qui s'en va vers l'opinion. Et c'est là, nous, notre rôle aussi, c'est de montrer que ce que dit la science, les études qui ont été faites, qui ont été montrées, qui ont démontré le rôle de l'agriculture, des agriculteurs et des cultures mellifères dans le paysage français. Jocelyn de Saint-Ramond. Moi, je vais revenir juste avant sur ce qui se disait sur le plan pollinisateur, les moyens et ce qu'évoquait Rémi. Aujourd'hui, moi, je crois que ce qui est regrettable, c'est que le gouvernement s'est engagé dans la volonté de produire un plan pollinisateur sans budget. Parce que pour effectivement avoir des mesures qui soient équilibrées et un monde agricole dans lequel on puisse potentiellement généraliser des bonnes pratiques qui sont très nombreuses, je dis bien très nombreuses. Moi, je vais prendre un exemple, les arboriculteurs. Aujourd'hui, on développe effectivement ces couverts mellifères, on les développe de manière très importante parce qu'on en a besoin, parce qu'on s'appuie sur la biodiversité. Pardon de vous demander à chaque fois une petite explication technique, mais ceux qui nous suivent en ont besoin aussi. Les couverts mellifères,
Oui, les couverts mellifères. Traduisez en français. Alors, dans un verger, vous allez avoir des arbres. Entre les arbres, vous avez de l'enherbement. Donc là, c'est un enherbement naturel. Quelques fleurs dans cet enherbement. Et puis à proximité, autour du verger, on va implanter des bandes fleuries, justement pour le nectar qu'elles peuvent apporter, pour le pollen qu'elles peuvent apporter aux pollinisateurs sauvages en priorité, donc les osmies, les bourdons et ainsi de suite, et également aux abeilles domestiques qu'on va pouvoir mettre dans les vergers. Et aujourd'hui, il faut même savoir que sur certains cahiers des charges, on est obligé d'avoir des abeilles qui sont en permanence dans le verger. Donc ces abeilles, effectivement, dans le verger, quand la floraison est terminée à la fin du mois d'avril, si on n'a pas une source alimentaire alternative, c'est la famine. Et donc très clairement, il y a des périodes critiques pour les abeilles, c'est le printemps. Donc au tout début des printemps, on va avoir le noisetier, le saule qui vont pouvoir le nourrir. Et puis ça va être l'hiver où on va plus avoir le lierre ou des choses comme ça. Et ben, nous, la question, c'est comment on peut apporter une alimentation complémentaire à ce qu'elle va trouver dans les colzas, dans les tournesols au moment où ils sont présents, le reste de l'année. Et là-dessus, il y a un vrai travail positif, il y a une vraie ambition à avoir. Et aujourd'hui, le plan pollinisateur, en tout cas dans sa version initiale, était passé à côté de ça. Aujourd'hui, je pense qu'on revient un peu plus là-dessus, mais il faudra savoir aussi mettre des moyens. Et je pense qu'il faut aussi mettre des moyens ailleurs, c'est-à-dire que les aménageurs publics, il ne faut pas oublier qu'on est sur un territoire de 55 000 km². C'est ça. La surface agricole, c'est 29 millions d'hectares. La surface arable, c'est 19 millions d'hectares. Donc ça veut dire qu'il y en a un peu plus de la moitié qui est occupée par des forêts et de l'espace urbanisé. Et il faut aussi que les autres aménageurs de l'espace prennent leur part pour apporter une biodiversité fonctionnelle. On s'est beaucoup tourné vers le monde agricole. Le gouvernement avance, mais il avance sans étude d'impact, dit d'ailleurs la FNSEA, le premier syndicat agricole. On va se retrouver dans quelques instants avec Jocelyn de Saint-Raymond, qui est le directeur de la NPP, l'Association nationale Pomme-Poire, avec Gilles Robillard, qui est président de Terre Innovia, Rémi Dumery, cultivateur Beauceron. Et puis nous sommes toujours avec Philippe Lecomte qui est apiculteur bio, président du réseau Biodiversité pour les abeilles, qui partage son expérience, son expertise avec nous. On va aussi parler de la consommation, on va parler des zones de concurrence, d'où vient le miel que nous consommons majoritairement en France. Est-ce que c'est un miel vraiment naturel? Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Est-ce que le miel, produit emblématique, est un des éléments de la souveraineté alimentaire française dont parle le ministre Julien de Normandie, le président de la République aussi? Il était il y a quelques jours d'ailleurs en Bourgogne, pour parler aux agriculteurs, pour leur dire qu'il faut mieux partager la valeur. C'est un autre débat qu'on aura d'ailleurs à un moment ou à un autre dans Stop Intox. On se retrouve dans 2 minutes. À tout de suite.